C'est donc ça ce que fait Cécile. Je ne vous demande pas est-ce que vous trouvez que c'est bien, que c'est beau. Seulement vous regardez ce que fait votre fille. Mais, monsieur, je voudrais vous demander, quand elle a fait ça, c'est une gravure ça, mais elle a eu un modèle. Ben, est-ce que vous voyez d'abord ce que c'est? Vous savez, ça serait tout à fait normal que quand on n'a pas l'habitude de regarder de la peinture, du dessin, ou quand on n'a pas l'habitude d'entendre de la musique, on ne peut ni apprécier, ni connaître, ni reconnaître, ni recevoir. C'est normal, toute chose, mais on porte tout en nous. Si on peut s'ouvrir, on trouve dedans. Alors vous, si vous regardiez comme ça, disons, à brûle-pourpoint, rapidement, vous voyez quoi? Ben, je vois une tête de femme. Une tête de femme, il n'y a pas qu'une tête de femme, il y a aussi le reste, le corps. Oui, je vois le corps. Le corps, il est nu. C'est donc une femme nue qui... Oui, je vois, c'est une femme nue qui a une jambe sur une chaise, une autre... C'est une femme qui fait sa toilette. C'est ça? C'est une femme qui... Oui, c'est une femme qui fait sa toilette. Il y a tout autour des objets. Là, à droite, c'est... Je ne sais pas. Vous ne reconnaissez pas? Non. C'est un lavabo. Ah oui, c'est ça, c'est une femme qui fait sa toilette. Oui. Et par terre, il y a quelque chose de posé que vous ne voyez pas. Non. Par terre, c'est un œuf. Un œuf, là. Qu'est-ce que c'est un œuf dans un cabinet de toilette, dans une salle de bain? Oui, c'est... Bon, en tout cas, arrêtons de regarder comme ça dans le détail. Vous avez vu ce que fait Cécile? Oui, j'ai vu ce que fait Cécile, mais alors, je peux vous demander... ça, après, elle le mène à... quelque part, elle le vend, ou ça lui a été commandé. C'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Moi, dans mon travail, on ne me commande jamais rien. Je fais ce que je sens, et ensuite je le propose. Bon, mais elle, plus souvent, elle est le graveur d'un artiste qui, ne sachant pas graver, désire voir son dessin gravé. Alors on s'adresse à elle. Elle rencontre la personne, et elle rencontre beaucoup. Non, elle a rencontré jusqu'ici 2 artistes, plus moi. Cécile grave mes dessins. Cécile a du plaisir et a besoin de graver pour elle de temps en temps, et avec d'autres de temps en temps aussi. Et puis sa journée, de toute façon, vous savez, elle est comme tout le monde, elle n'a qu'une dizaine d'heures. Et c'est très long à faire la gravure. Et elle a... Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir du talent? Oui. Elle a beaucoup de talent. Oui. Vous avez une fille qui a un don dans la main. Vous le saviez, ça. Vous l'avez bien vu quand elle avait 18 ans, 19 ans, et qu'elle faisait du dessin, puis qu'ensuite elle avait appris à graver avec ce fameux allemand, là, Hecht. Oui, je me rappelle de Hecht. Eh bien, c'est là qu'elle s'est formée, c'est là qu'elle a développé, ben voilà, ce que j'appelle un don. Un artiste sans don, c'est un peu comme faire une prière sans croire. C'est pas la peine. À moins qu'on se dise, je vais faire une prière et petit à petit, je vais croire. Mais enfin, ça peut arriver. C'est un peu mon cas. Moi, quand j'ai commencé à dessiner, vous savez, je ne sentais pas que j'avais un don. Mais peut-être que Cécile ne sentait pas qu'elle avait un don. Ou bien quand elle était petite, elle faisait déjà beaucoup de dessins. Toujours en train de dessiner, elle copiait dans des livres. Alors, voyez-vous, elle avait envie. Je voudrais que moi aussi, j'avais une envie, enfin pas celle-là. J'avais aussi une envie, mais j'étais dans un milieu où j'étais vraiment
peu favorisé pour que l'on accepte et qu'on laisse se développer le petit don que j'aurais pu montrer et que les autres auraient pu voir. Les autres ne pouvaient rien voir. Rien. Vous avez fait des études, monsieur? Bon, je peux bien vous répondre, monsieur, comme vous dites, il n'a pas fait beaucoup d'études. Je vous l'ai dit une fois, il y a très longtemps, mais vous l'avez oublié. J'ai fait les arts et métiers, j'ai fait... Alors vous avez fait... pour être artiste. Ah non, les arts et métiers, ça ne veut pas du tout dire les artistes et les métiers. Hein. Les arts et métiers, c'est à l'intérieur de certains métiers, on appelle un pont un ouvrage d'art. Je vois pas beaucoup d'art dedans, je vois beaucoup de technologie, de technique, de calcul. On appelle ça pourtant un ouvrage d'art. Aux arts et métiers, il y a des cours et des sections où on étudie comment et pourquoi et régler tel problème de telle façon pour les ponts, pour les routes, pour l'électricité, pour les moteurs, à l'époque on appelait ça la TSF. Alors j'ai appris ça. J'ai appris ça, mais vous savez, j'ai appris ça de façon tellement hachée, distendue. J'avais pas d'argent, ma famille n'en avait pas. Il fallait payer. Alors j'y allais le soir. Alors c'était au diable, vous savez. Oh, je sais, c'est à côté du temple. Oui, c'est à côté de la rue du temple. C'est au métro Arts et Métiers. Alors il fallait que je vienne depuis Billancourt. Ça faisait déjà une tirée. Puis petit à petit, je me suis relâché. Puis et dans une famille, quand on n'est pas soutenu, l'enfant, il faut vraiment qu'il s'accroche. Hein. Alors je m'accrochais, mais je m'accrochais pas à ce que j'étais censé étudier. Dans la journée, je travaillais en usine. Hein. Le soir, je n'avais qu'une heure pour rejoindre les arts et métiers. Et puis quand je rentrais après, il fallait que je fasse ce qu'on appelle des devoirs. Hein. Alors, vous savez, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, faire des devoirs, quand on a travaillé toute la journée, quand on a le père qui n'est pas bien à la maison, quand ma mère n'arrêtait pas de tousser, puis qui continuait quand même à travailler un petit peu, plus la grand-mère qui était aveugle. Bon, allez, c'est pas la peine que je m'étale, je vous passe tous les commentaires. C'était pas facile. Mais il n'empêche que j'avais quand même mes petites envies à moi. De temps en temps, je faisais pas un dessin, mais je travaillais à ma façon. Je me faisais plaisir. Tandis que Cécile, c'était quand même un milieu plus ouvert, plus chaleureux. Vous lisiez Pouchkine. Vous pouviez lui réciter des poèmes de Pouchkine. Moi, mon père n'a jamais rien récité. Pas plus Racine que Victor Hugo. Il ne connaissait pas Racine et Victor Hugo. Il ne connaissait rien, mon père. Il connaissait seulement ses mains, sa force, qu'il a perdue petit à petit. Voilà. Et puis ma mère aussi. Hein? C'est... Ah, chez nous, monsieur. Chez nous. Chez les Juifs, dès qu'on voit qu'un enfant, il a une facilité, on l'aide. Mais oui. Eh bien, chez nous, on ne voit pas toujours ça. Oui. C'est la différence qu'il y a entre les Juifs et les gens qui ne sont pas Juifs, peut-être. C'en est une des différences. Les Juifs, ils savent qu'ils sont peut-être pas... Ils sont peut-être pas indéfiniment là où ils se trouvent. Vous, vous étiez à Vilna, mais vous avez cru que vous finiriez vos jours à Vilna? Jamais. Voyez-vous? Moi, si j'avais été à Vilna, j'aurais cru que je finirais ça à Vilna. On bouge pas beaucoup, vous savez, chez les non-juifs. Pas beaucoup de cosmopolitisme, comme on dit là-dedans. Pourtant, ma mère, elle venait d'Italie, mais ma mère n'est venue d'Italie que parce que son père était mort et que sa mère pouvait plus vivre là-bas, sur la terre où son mari était mort. Bon, que voulez-vous? Elle avait pensé comme ça, elle est venue à Paris. Et puis mon père, ses parents étaient dans le Nord, en Belgique. Et puis il y a eu la guerre, tout ça, ça a éclaté. Et en 14, mon père s'est retrouvé à Amiens. Mais c'est pas parce que... Ils quittaient la ville où ils étaient, ou le village où ils étaient, pour faire des études ou pour... non. Tandis que chez vous, hein, on quitte une ville pour aller dans une autre ville, se spécialiser, s'enrichir. Je vous dis pas s'enrichir avec de l'argent, hein, s'enrichir intellectuellement. Vous aimiez à Vilnius, j'en suis sûr, aller au théâtre. Ah oui, beaucoup. Et vous alliez au théâtre yiddish. Oui. Et c'était bien. Magnifique, monsieur. Magnifique. Et vous alliez aussi à l'opéra. On n'avait pas le droit. Oui, mais vous entendiez du chant. Oui, monsieur.
Après, on a pu avoir le droit. Quand il y a eu la République lituanienne, parce qu'il y a eu une petite République lituanienne à un moment donné, elle n'a pas duré longtemps. C'était la même chose, c'était des saloperies, mais les Juifs pouvaient aller à l'opéra. Je suis allé à l'opéra. Et là, vous avez entendu, monsieur, il y avait un chanteur juif qui venait. C'était un cantor. Une voix, monsieur. Je peux vous dire, moi, j'ai entendu Chaliapin. Il n'y avait rien de plus beau. Mais lui, celui dont je vous parle, il était russe. C'était un juif russe de Moscou. Il chantait. Il était venu chanter pour nous dans une petite salle qu'on avait. C'était les socialistes. On était des juifs socialistes. Ouais. Il était venu chanter pour nous. Il y avait une conférence. Ouais. J'ai connu Herzl. Ah bon? Et dans la même salle, il était venu donner une conférence. Et quand le cantor il est venu, il a chanté toutes les chansons qu'on connaissait. C'était un chanteur d'opéra. Il connaissait bien la musique. Il avait fait le conservatoire et tout. Hein. Oh, monsieur, c'était comme Chaliapin, mais en yiddish. Chaliapin, il chantait pas le yiddish, vous savez. Mais là, un yiddish, des chansons pas populaires, du classique yiddish, vous savez. C'est une culture, le yiddish. On dit c'est populaire, c'est pas vrai. Il y a eu des grands poètes yiddish. Peretz, vous avez lu Peretz? Oui, Cécile m'a fait lire quelques livres de Peretz. Oui, c'est vrai, j'ai lu, j'ai aimé. J'ai lu aussi Miloche. Miloche, c'est une saloperie. Mais Miloche n'était pas une saloperie. C'est vrai. Miloche est une saloperie. Je vous dis que Miloche n'était pas une saloperie. Moi, j'ai lu les contes lituaniens. Les contes lituaniens, il y a un youpin, ils ont mis un youpin dedans. Il aime que l'argent. Ben, j'ai pas fait attention. Vous faites pas attention. Mais ça, moi, je le sais. Pourtant, la mère de Miloche, elle était juive. Jamais. Je vous dis que la mère de Miloche était juive. Ça, je peux vous trouver le livre où il parle de sa mère juive. C'est possible. Il y a des juifs qui ont quitté le judaïsme et puis qui ensuite sont devenus des antisémites. Ouais, ça fait ça comme ça. C'est pas vrai, ça fait pas ça comme ça. D'abord, Miloche, il n'est pas resté là-bas. Il est venu en France après. Quand il y a eu toutes les histoires, je sais pas. Miloche, ça m'intéresse pas. Et puis là, je suis fatigué, monsieur. Je vais retourner dans ma chambre et puis je vais m'allonger. On a beaucoup parlé. Oui, mais reconnaissez, c'était pas mal. Je sais pas. Mais je peux vous dire une chose, monsieur. Allez-y. Vous avez remarqué? Non, rien. Les chats sont venus. Oui. La chienne, elle est venue. Oui. Mais ma fille, elle n'est pas venue pendant qu'on parlait. Il a quitté l'atelier, il est allé dans sa chambre. Je l'ai suivi. Je l'ai vu rentrer dans sa pièce, aller vers son lit et s'allonger tout habillé dessus. Sur le dos, il a fermé les yeux. Il avait gardé ses lunettes. Il avait écarté les bras. Je voyais ce petit corps, un peu déformé, sa bouche ouverte. Il poussait de grands soupirs. Il était certainement excessivement fatigué. Il maintenait ses yeux fermés. Je me suis approché, je lui ai pris la main. Je lui ai dit « Ça va, Jules, ça va ?» Il m'a pas répondu. « Jules, c'est moi, Freddy. Tout à l'heure, je viendrai vous chercher. On passera à table, je vous réveillerai. » De retour à la maison, je filais dans l'atelier de Cécile. Je lui dis depuis tout à l'heure, j'étais avec ton père. Je ne savais pas. Vous vous êtes parlé? Oui, on s'est parlé, on a passé un long moment. Il t'a empêché de dessiner. Non, mais ça n'est pas grave, ça. Ça ne s'est... Enfin, disons que ça ne s'est pas mal passé. C'était comme
comme au temps où j'allais le voir le dimanche, quand toi tu étais en Sana. Tu te souviens, je travaillais avec les enfants et le dimanche, je venais chez lui vers 11h30, il avait préparé le repas. On mangeait tout de suite, je devais partir vers 1h30, je devais retrouver les enfants à Châteaurouge, sur le coup de 2 heures. Mais on mangeait assez souvent très vite. Et après le repas, on avait, disons, une demi-heure, 3/4 d'heure pour nous. On restait dans la cuisine chez lui. On mettait les coudes sur la table. Il fumait un peu à ce moment-là. Il s'était préparé un grand verre de thé et pour moi, mon petit café. Et là, on parlait. Il me racontait beaucoup d'histoires de son passé. Tout a cessé quand tu es revenu de Sana. Il venait à la maison et il avait changé. Il commençait déjà à s'enfermer. Mais avec moi, il n'a jamais parlé. Oui, mais avec moi, l'année où tu es resté en Sana, une fois par semaine, le dimanche, pendant 3/4 d'heure, c'était lui qui parlait. Moi, je ne lui disais rien. Il ne me demandait même pas qui j'étais. Il savait seulement mon nom et c'est tout. Et là, il a fait... Enfin, je crois qu'il a fait un effort. Et il est où maintenant? Il est retourné dans sa chambre. Je crois qu'il était très fatigué d'avoir un peu parlé et de m'avoir aussi écouté. Je me demande, enfin, je suis venu pour te dire que ça ne s'était donc pas mal passé. Il serait bien qu'on essaie de temps en temps de renouveler la chose que nous avons réussi à faire tout à l'heure. Mais tu as déjà essayé. J'ai déjà essayé, mais je crois que là, j'ai peut-être trouvé la faille pour rentrer en lui. Il faut remonter dans son histoire. Il faut lui reparler de son enfance, lui demander... là, j'ai su, je ne le savais pas. Quand il était en Lituanie, près de Vilna, au moment de la défaite de l'armée russe... il m'a vraiment raconté quelque chose qui fait totalement partie de sa vie. Ton père est quelqu'un de très sensible. Tu sais qu'il a eu... Enfin, il a été comme coincé, bloqué, muré. Mais ça remonte très loin. Il était déjà muré en étant enfant. Il disait que... Enfant, il n'était pas aimé. Tu vois, ça remonte jusque-là. Oui, mais il dit que moi, je l'aime pas. Il dit que tu l'aimes pas. Il dit que personne ne l'aime. Peut-être qu'il a fini par s'aimer lui tout seul. Il est sûr au moins là d'être aimé par lui. Bon, d'accord, moi je suis... Si ça ne t'embête pas, tous les soirs dans l'atelier, tous les soirs il vient dans l'atelier, il prend son journal, il se plonge dedans et il ne parle pas. Essayons d'empêcher que ça se termine comme ça tous les soirs. Allons dans l'atelier. Je ne vais pas mettre de disque, parce que je crois que les disques, c'est pareil, ils s'isolent tout de suite. C'est seulement à la voix réelle, à ta voix, à ma voix, qu'il réagit. C'est de cette façon-là que je crois l'avoir compris tout à l'heure. Il a besoin qu'on s'intéresse à lui. Un peu tard, tu me diras, mais... On a effectivement mis un peu ces choses-là en application. Le même soir de cette même journée, le dîner fini dans le four. Il n'aimait pas manger dans le four, il disait qu'il étouffait. Je lui ai dit, bon, maintenant, vous êtes d'accord, Jules, Cécile fait la vaisselle, on va dans l'atelier. Je suis fatigué. Vous êtes fatigué, mais il n'est pas tard. On va aller tous les trois dans l'atelier. Si vous voulez. Je suis passé à côté de Cécile, je lui ai donné un petit coup sur le bras. On est allés dans l'atelier tous les deux, il s'est installé dans un fauteuil. Je lui ai dit, ce matin, quand on a parlé tous les deux, vous avez à peine avancé dans votre vie
en Suède, en Finlande. Vous avez peu parlé de la période, de cette période qui a été importante pour vous, lorsque vous avez rencontré votre femme. Là, ça a marché. Ah, ma femme, monsieur, c'était une perle. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Je voulais entendre que là, vous aviez été vraiment très bien, monsieur. Et vous vous êtes marié, vous êtes, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé, à Berlin. Vous êtes allé à Berlin. Et à Berlin, bah, là, vous travailliez, oui. Vous étiez dans un appartement, oui. Alors vous partiez le matin, vous reveniez le soir. Ah non, je partais le lundi, je revenais le vendredi après-midi. Vous la laissiez toute seule toute la journée, oui. Et à Berlin, elle avait des amis, oui. Et vous étiez heureux de vous retrouver, et là, ben, vous sortiez, vous alliez ici et là. Votre femme lisait beaucoup. Vous vous souvenez ce qu'elle lisait? Bien sûr. Elle lisait des auteurs russes, elle parlait le russe, oui. Elle parlait l'allemand à la perfection. Sa langue, c'était plutôt l'allemand, c'était l'allemand. Elle parlait le yiddish, oui, on parlait tous le yiddish. Et là, vous sortiez le samedi, vous alliez au théâtre, il n'y avait pas encore de cinéma. Il y avait quelques films, mais on préférait aller au théâtre et entendre de la musique. Ouais. Et comment se fait-il que vous soyez venu en France? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en France? En Allemagne, mon travail, il commençait à n'être plus très... Enfin, ça rapportait plus assez. Et puis, je voulais avoir un enfant et je voulais m'écarter encore plus de Vilna, de Kibarty. Kibarty, c'était la petite ville où habitait toute la famille de votre femme. Oui. Donc vous avez quitté. J'ai quitté parce que de temps en temps, il y avait l'une des sœurs de ma femme qui venait à Berlin. Et ça ne vous plaisait pas. Ça ne me plaisait pas parce que c'était elle. Elle, c'est celle qui est ici à Paris maintenant. Oui, Racia. C'est ça. La tante. Celle que j'appelle moi la tante de Cécile. Celle qui a élevé Cécile quand... ouais, pour mon malheur. Bon, mais n'allons pas si vite. Vous arrivez à Paris. Vous arrivez à Paris parce qu'en Allemagne, il n'y avait plus le travail que vous vouliez faire et parce que vous vouliez aussi mettre vraiment des kilomètres et des kilomètres entre cette famille et vous. Exactement. Parce qu'avec la famille, ça n'avait pas très bien marché. Oh, parce que le haut-papa, c'est-à-dire le père de votre femme, oui. Alors j'écoute. Mais parce que haut-papa, vous savez, c'était pas du tout ce qu'on a dit à Cécile qu'il était. Ah ben, je dis, il n'y a pas seulement que ce qu'on a dit à Cécile. Cécile l'a aussi vu. Elle a vécu pendant des années, près de 10 ans. Puis elle allait le retrouver après l'été. Oui, mais ça, un enfant ne peut pas voir. Ben, un enfant peut voir qu'un grand-père est gentil. Il était certainement très gentil. Ah, il était gentil avec la fille. Ça, c'est sûr, ma fille n'avait pas à se plaindre de son grand-père. Mais il y avait ma belle-sœur, Racia, qui était là. Elle l'élevait contre moi. Il a fallu que je fasse, vous savez, quelque chose de très très dur. J'ai dû me plaindre parce que ma fille, elle était née en France. Quand on est arrivé à Paris, ma femme, elle a été enceinte. Et puis elle a accouché à Paris. Et puis c'est là qu'elle est morte, ma femme. Et la Racia, elle était venue quand votre femme était enceinte? Oui! Elle est arrivée, à peine on était à Paris, peut-être 2 mois, 3 mois. On a reçu une lettre. Et puis ça disait, je viens à Paris, je veux vivre avec toi. Ah, monsieur. Quand j'ai lu cette lettre, j'ai dit à ma femme, ça va aller mal. Mais ma femme, elle était douce. Ma femme, elle était calme. C'était la plus réservée de toute cette sale famille. Oh, je crois que là, vous exagérez. Vous exagérez. Dans la famille, il n'y avait pas que des gens un peu énervés comme était votre belle-sœur. Énervée, ma belle-sœur, elle n'est pas énervée.
C'est une méchante. Et quand elle n'est pas méchante, elle est un peu folle, cette femme-là. Oui, enfin, moi, je la connais que depuis quelques années. Enfin, comme vous. Disons que je la connais depuis une vingtaine d'années. C'est pas toujours amusant de la voir à côté de soi, ça, c'est évident. Oui, mais elle a élevé Cécile contre moi. Bon, continuons. Vous étiez à Paris, la voilà qui arrive. Oui, à ce moment-là, Cécile est arrivée. Elle s'est installée sur le divan, elle a sorti son tricot. Les chats sont venus se serrer contre elle. Et elle a écouté. Elle a écouté, mais c'était du silence. Son père s'était tu. Je lui ai dit, oui, c'est pas pour ça qu'il faut vous arrêter, Jules. Continuez. Vous étiez à Paris, il y avait votre belle-sœur s'annonçant par une lettre, je viens vivre là, à Paris, près de toi. Vous entendez ce que je vous dis, Jules? Rassia arrive à Paris. Alors, elle arrive à Paris, puis elle va directement chez vous? Réponds pas. Jules, je vous parle. Dites-moi, Rassia arrive, elle va à l'appartement, là où vous êtes. Jules, je le prends par la main. Vous pouvez répondre, c'est pas la peine de vous taire. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Allez-y. Je jette un coup d'œil à Cécile. Cécile me regarde, baisse la tête. Tous les deux se ressemblent. Lui a la tête baissée, le dos un tout petit peu voûté. Il regarde ses deux mains. Cécile a la tête baissée, le dos un petit peu voûté. Elle regarde ses mains qui se sont arrêtées de tricoter. La machine est bloquée. Je me retourne, je vois Bara, je dis, Bara, viens ici. Zaza, viens là. Tenez, caressez Bara un peu. Caressez Bara, elle a envie d'être caressée, Jules, caressez. Mais caressez-la, bon sang. Elle vous regarde, regardez, Bara est là. Allez, Bara, sois sage. Caressez-la. Jules dénoue ses mains, en pose une sur la tête de Bara. Bara enfonce sa tête dans le coude de Jules, elle le pousse. Jules caresse, un peu violemment. Bara est contente. Zaza vient à son tour, elle rejoint sa mère, saute sur les genoux de Jules, essaye de le lécher au visage. Laisse-moi, toi. Je lui dis, mais ne vous défendez pas de ça, Jules. C'est agréable. Elle vous aime, elle voudrait vous lécher. J'ai pas envie qu'un chien m'aime. Allez, Bara, Zaza, maintenant, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Allez là, sur le tapis, sage. Jules, on en était à la lettre, Rassia arrive, qui est-ce qui va l'attendre à la gare? C'est vous qui allez l'attendre à la gare? Vous et votre sœur? Non, vous et votre femme? Allez, tous les deux, vous allez l'attendre. Votre femme voulait bien être à la descente du train pour accueillir sa sœur quand même. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Donc vous étiez avec Annie. Oui. Tous les deux. Vous étiez mis sur votre 31, là, impeccable, le chapeau, le beau manteau. Votre femme, pareil, un beau sac. On attend Rassia qui arrive de Berlin. Non, elle arrivait directement de Kibarty. Bon, elle avait de sacrés paquets, des valises partout. Non. Alors elle descend, vous la voyez. Votre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court, elle va vers elle l'embrasse? Non, elle reste à côté de moi. Elle n'avait pas envie d'aller vers sa sœur et de l'embrasser tout de suite? Non, j'avais dit à ma femme, tu restes là à côté de moi. Je l'ai vue arriver. Oui. Elle marchait, elle avait un manteau avec un grand col de fourrure. Oui. Et elle marchait comme ça, en se dandinant. Elle envoyait une jambe à droite, elle envoyait une jambe à gauche, et puis sa main ici, et puis son autre main là, puis elle regardait autour d'elle, et puis elle souriait. Je lui dis, ça vous a déplu? C'était le danger qui arrivait. Tout de suite, vous l'avez senti. Tout de suite, j'ai senti. Ça y est, la voilà. Au fond, je vais prendre un mot que vous n'aimez peut-être pas, mais vous avez senti que, en arrivant, c'était la guerre. Ouais. J'ai senti que elle, là, ma femme et moi, on n'allait pas vivre comme on était en train de vivre depuis des années. C'était fini la tranquillité. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? À la maison ou au café? Boire un thé, manger, quoi faire? Lui retenir une chambre quelque part? Ah! Ah non! Elle avait pensé
tout pour nous, à notre place. Elle a dit, je vais aller chez vous. On a ramassé les valises qui étaient à la consigne. On est arrivé chez moi, monsieur. C'était un petit appartement. C'était un appartement pour un couple. Il allait y avoir un enfant bientôt. Il y avait une chambre pour l'enfant. C'est Rassia qui a pris la chambre pour l'enfant. Elle s'est installée là. Elle sortait tous les soirs. Elle rentrait à 1h, 2h du matin. Moi, à 3h du matin, il fallait que j'aille au hall pour ramasser toutes les commandes que j'avais passées la veille. Vous teniez une épicerie à ce moment-là? Oui, j'avais une épicerie avec ma femme. Et alors elle rentrait à 2h du matin? Elle rentrait à 2h du matin. Et elle allait dans sa chambre. Non, monsieur, je l'entendais, elle claquait la porte. Ça me réveillait. Et puis là, elle faisait couler l'eau dans la baignoire. Et puis je l'entendais. Et puis elle chantonnait. La, 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 la. Et je ne pouvais pas retrouver mon sommeil. Il allait falloir que dans 1h, 1h30, je parte. J'aille à pied jusqu'au hall. J'en avais pour au moins 1 heure de marche. À peine j'étais parti, je savais ce qu'elle allait faire. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait venir dans mon lit, se serrer contre sa sœur. J'ai regardé Cécile. Cécile avait recommencé à tricoter. Et quand vous reveniez, je ne revenais pas tout de suite là. J'allais à l'épicerie. Ma femme n'était plus à la caisse de l'épicerie comme c'était avant. Elle arrivait ordinairement vers 8h, 8h15. Elle n'arrivait pas avant 10h, 11h. J'avais à m'occuper des clients, j'avais à ranger toutes mes boîtes, tous les fruits, tous les légumes secs, tout ce que j'avais commandé. Quand elle arrivait, il y avait l'autre qui était à côté d'elle. Je lui disais, Annie, mets-toi un peu à la caisse. Les clients vont arriver maintenant. Jusqu'à 1h de l'après-midi, il va y avoir du monde. Rassia disait, non, on doit aller faire des courses. Elle emmenait ma femme. Je revoyais ma femme seulement vers 1h15. Quand je fermais la boutique, j'abaissais le rideau. Je remontais vite chez moi. Rien n'était prêt. J'ai dit à ma femme, l'après-midi, tu te fatigues trop. Tu attends un enfant, tu ne peux pas marcher comme ça tous les matins. Ma femme m'a dit, je ne peux pas faire autrement. Rassia ne connaît pas Paris. Elle ne parle pas la langue. Elle va se perdre. Elle m'a demandé de l'accompagner partout. Mais où est-ce qu'elle a allé, celle-là? Elle peut se promener toute seule, elle va rencontrer quelqu'un, puis ça ira très bien. Elle n'a pas besoin de toi. Tu es devenu quoi, son guide? On a compris qu'il fallait qu'on fasse attention, Annie et moi. Nous devions un peu nous protéger, mais dès que Rassia était là, Annie changeait. Annie la regardait. Annie avait une telle... C'était pas de la pitié. On ne sait pas ce que c'est que la pitié chez nous. Mais c'était comme un devoir qu'elle remplissait. Alors elle oubliait les devoirs qu'il y avait envers moi et elle remplissait un devoir qu'elle avait envers sa famille. Je n'en pouvais plus, monsieur. Et ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ma femme était de plus en plus grosse. Elle était de plus en plus fatiguée. Elle ne voulait plus sortir, elle ne voulait plus marcher, elle restait à la maison. Alors Rassia venait à la maison. Et une nuit, monsieur, Rassia est venue dans notre lit. Il y avait ma femme, moi et Rassia. C'est vrai, ça. Mais je ne mens pas, monsieur. Je n'ai jamais menti. Elle est venue là. Elle est venue là, mais elle s'est mise où? Entre vous et votre femme ou à côté de sa sœur? Ou bien à côté de vous, de l'autre côté du lit? Bon sang, c'est pas possible, fallait l'acheter. Ah, monsieur, non, je pouvais pas. Comment je pouvais pas? Mais elle se mettait à quel endroit dans le lit? Déjà, ça veut dire quelque chose. Elle se mettait entre ma femme et moi. Elle vous empêchait d'être contre votre femme. Ça, alors moi, à votre place, à ma place. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous mettre à ma place. Moi, monsieur, je l'aurais prise et je l'aurais foutue en l'air. Et même, j'y aurais donné une bonne paire de beignes, oui. Si elle avait envie de se faire baiser, qu'elle aille se faire baiser ailleurs. Oh, monsieur, moi, j'avais pas envie de faire ça avec elle.
Et vous croyez qu'elle avait envie de faire ça avec vous? Non. Elle voulait que, entre Annie et moi, ça casse. C'était ça. Alors c'est qu'elle était jalouse, je sais pas. Mais quand vous avez rencontré votre femme, vous avez rencontré aussi votre belle-sœur, oui. Et comment ça s'est passé? Elle m'a donné une paire de claques. Eh ben, et vous lui en avez renvoyé une aussi, vous, non? Non, ma femme m'a dit, ne dis rien. Elle est inquiète, elle est mécontente. Elle a peur que je m'en aille et qu'elle reste seule à la maison. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Tu dois la pardonner. Tu ne dois pas lui en vouloir. De toute façon, jamais on ne vivra à Kibarty. Je lui ai dit à ce moment-là, jamais je ne reviendrai à Kibarty. Jamais. Dès qu'on est marié, on file. On partira à Berlin ou à Stockholm. Et si c'est pas assez loin, on partira à Paris ou à New York. Je ne veux plus avoir cette femme entre nous. Je lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. Julius, m'a dit Annie, tu dois non pas lui pardonner, mais oublier ce qu'elle a fait. Il y a des moments où elle n'a pas tout à fait sa tête à elle. Mais elle est méchante comme ton père. Mon père n'est pas méchant. Et moi, monsieur, je peux vous le dire. Au papa, il s'était fait coiffer par cette femme-là. Quand elle était petite, qu'elle avait 10 ans, on disait, c'est le commandant, faut faire attention. Elle commandait son père, elle commandait toute la maison, tout, mes parents, ses parents, mes frères, ses frères. Elle a fait ça toute sa vie. Commander, commander, commander. Et vous aussi, elle voudra vous commander. Ça, c'est pas sûr. De toute façon, vous savez, il est un petit peu tard pour qu'elle le fasse. Et quand il y a eu la rencontre entre Cécile et moi, ça s'est très mal passé. Cécile n'a plus revu sa tante pendant des mois et même des années. Et là, elle était obligée de faire soumission, comme Bara a fait soumission avec Moujik. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Cécile est née, votre femme est morte. Ma femme est morte et elle m'a dit, tu l'as mise dans un endroit où on n'a rien fait pour la sauver. C'est toi qui es responsable. Et elle a pris la petite et elle est partie à Kibarty. Et j'ai pas revu ma fille pendant des années, monsieur. Voilà, vous avez raconté votre histoire. Mais après vous êtes quand même allé récupérer votre fille, elle est venue vivre chez vous, et la belle-sœur, elle était partie. Ou elle était pas loin. Il y avait que la rue à traverser, pour ainsi dire. Et elle allait chercher la fille à l'école. Elle la faisait venir chez elle pour prendre le goûter. Et sans arrêt, elle lui tapait dessus, elle lui tapait dessus. Elle tapait sur la fille? Non, elle tapait sur moi. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez décidé à ce moment-là? Je prends la fille et je pars à New York? Non, j'avais mon travail, j'avais mon commerce. Oui, mais écoutez, le travail et le commerce, pour avoir la tranquillité, vous auriez pu foutre le camp à New York, hein, si c'était ça, vraiment. Vous n'aviez pas d'autre idée en tête. Vous vous disiez pas, je pourrais vivre avec ma belle-sœur. Jamais, monsieur. Je vais vous dire, ça fait ça comme ça. Non, 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 commencez pas par ça fait ça comme ça. Ça y est, on était bien parti, là je veux connaître la fin de l'histoire. Moi, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'amuse, ça m'intéresse. Eh bien, messieurs, chez nous, chez les Juifs, quand arrive un malheur comme ça, quand l'homme perd la femme, ou quand la femme perd le mari, s'il y a une sœur ou s'il y a un frère, la femme se marie avec le frère. Ou bien, comme c'était là, j'aurais dû me marier avec la sœur de ma femme, avec Rassia. Et elle aurait élevé l'enfant, elle aurait été la mère de l'enfant, et on aurait essayé de recommencer une vie. C'est comme ça qu'on fait, et comme c'est comme ça qu'on doit faire, ça fait ça comme ça. Et donc ça ne s'est pas fait ça comme ça. Ça ne s'est pas fait ça comme ça. Et ça s'est fait ça comment? Eh bien ça s'est fait tout en travers. Ça veut dire que j'ai dû rapatrier ma fille. Mais elle est venue avec la fille. Elle s'est installée en face. Et on a mis la petite dans un lycée. Pourquoi qu'on l'a mis dans un lycée? On l'a mis dans un lycée parce qu'elle disait, en la mettant dans un lycée, elle n'ira pas chez son père. Elle rentrera pas tous les soirs chez son père. Ce qui fait que ma fille, je la voyais pas toute la semaine, elle était interne. Ma fille, elle a été interne, elle parlait pas le français. Elle parlait seulement l'allemand.
parlait un peu le yiddish, on parlait pas le yiddish dans les lycées français. Et on parlait pas l'allemand, la langue en France c'était le français. Moi je parlais un peu le français, je le parlais même bien. J'avais appris le français aussi. Je parle cette langue, moi, monsieur. Cette salope-là, elle l'a mise au lycée. Qui est-ce qui payait le lycée? C'était un peu moi, puis c'était un peu elle. Et puis vous la voyez tous les samedis. Ou je la voyais pas tous les samedis. Elle la prenait chez elle, et puis moi j'allais voir ma fille chez ma belle-sœur. Je la prenais quelquefois, j'allais la promener un petit peu. Mais je voyais que ma fille, elle n'avait qu'une idée en tête. C'était de revenir chez sa tante. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques années, j'en ai vraiment eu assez. J'ai dit, ça ne peut plus durer, cette histoire-là. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer, mais la guerre est arrivée. Alors tout a été foutu par terre. C'était perdu. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a souffert, mais moi, ça a été terrible. Quand je me rappelle que, oh papa, quand je me suis présenté à lui, je lui ai dit, je vais me marier avec votre fille, mais je veux connaître la dot. Bon, là maintenant, Jules, il faut arrêter. La dot, ça m'intéresse pas, vous me l'avez déjà raconté. Ça vous intéresse pas, mais chez nous, une fille, elle vient toujours avec une dot. Et elle avait une dot. Et j'ai dû discuter avec lui. Et il m'a dit, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, bah, n'importe quoi, mais il faut qu'elle ait une dot. Moi, je suis là, je viens avec des choses que j'ai un métier, je veux une femme, je veux faire une famille. Il faut qu'il y ait une dot. Eh bien, il m'a signé des traites. Eh bien, les traites, elles valaient rien. Quand je voulais me les faire payer, c'était toujours repoussé. Oui. Jules, je peux vous dire que là, je comprends pas, mais je ne comprends peut-être pas parce que je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas de la même communauté, disons. Parce que chez moi, ça ne se fait pas comme ça. Mais je sais que chez des... Enfin, disons, chez certains Français, chez des gens qui ont de l'argent, il y a effectivement une dot qui se fait. Bon. Mais vous n'aviez pas à vous batailler pour ça. Si, monsieur. Le droit, c'est le droit. Chez nous, c'est la règle comme ça. C'est dit dans la religion. Je regardais Cécile. Cécile avait à nouveau baissé la tête. Elle avait son dos tout rond. Elle ne tricotait plus. Dommage qu'on ait discuté de ça ce soir. Dommage. J'étais certain que Cécile allait conserver de ce que son père disait une grande gêne. Bon, Jules, ça y est, c'est bien, on a fait un sacré tour. On est allé à Berlin, à Kiberti, on est revenu à Paris. Maintenant, on est ici. Vous avez 88 ans. On pourrait presque dire, on a beaucoup de morts derrière nous maintenant. Moi, monsieur, je n'ai que des morts. Oui, je sais. Mais moi, je commence aussi à en avoir. Mon père, ma mère, ça meurt aussi. Il y a vous, il y a la tante Racia, il y a Cécile, il y a moi. C'est à peu près tout ce qui reste. On se voit de temps en temps. Ah, on pourrait bouffer de temps en temps un bon gigot, se détendre un petit peu. Petite goutte de vodka. Si je vous offrais un petit vodka, vous êtes d'accord? Non. Écoutez, un fond de petit verre de vodka, et moi, un petit peu plus. Et Cécile, un petit peu plus aussi. Ne bougez pas, je vais chercher ça. Je passais dans la cuisine, je sortais une bouteille de vodka, je revenais avec 3 petits verres. Je remplissais un petit peu le verre de Jules. Tenez, ça c'est pour vous. Cécile, une petite goutte. Toc. Moi, une petite goutte aussi. Julius, on fait quoi? On fait le Chaim. Vous êtes d'accord? D'accord. Allez. Jules prend son verre, cul sec. Cécile prend son verre, elle sourit. Moi, je prends le mien, cul sec. On remet ça, Jules. Encore un petit verre? D'accord. Je reverse un plein verre à Jules. Je m'en verse un verre. Je fais comme si j'en versais à Cécile. Cécile n'en pouvait plus. Je dis, encore le Chaim? Non, on dit, Prosit. Allons-y. Prosit, Jules. Prosit. Comment est-ce qu'on dit en suédois? Ah, je sais plus. Vous savez plus comment on dit en suédois? Allez, on recommence. Prosit. Chaim, santé. On y va. Cul sec, cul sec. Ça réchauffe, c'est bon, hein. Un coup de vodka comme ça, j'adore ça, moi. Il faut vraiment que vous veniez ici pour qu'on touche à la vodka. Vous savez que la vodka, celle-là, c'est de la vraie, hein. Faites voir. Ah, ça, c'est la bonne, ça. Ouais. Encore un petit verre? Ouais,
Je vais peut-être pas dormir, mais encore un petit verre. Allez, un verre pour Jules, un verre pour moi. On dit ni prosite, ni santé, ni rien. Cul sec, cul sec. Toc, toc. Ah. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Aller au lit. Il fait beau dehors, il fait pas froid. On se met un petit peu dans la cour, on tourne dans la cour, on essaye de faire descendre des 3 verres de vodka. Si vous voulez. Si vous voulez. Allez les chiennes, on va dehors. On passe dans la cour, on marche tous les deux. Je lui mets la main sur l'épaule. Je lui dis quand même, c'est pas mal hein, ce qu'on s'est dit tout à l'heure. À un moment donné, j'ai eu un peu peur, je me suis demandé si Cécile n'allait pas se mettre à pleurer. Cécile, elle pleure pas. Ah ben vous vous trompez là aussi. Cécile pleure malheureusement un peu de trop. Je vous dirais que même moi aussi, ça m'arrive de pleurer. Vous pleurez? J'ai trop pleuré, je peux plus pleurer. Bon. En tous les cas, c'était une bonne petite soirée. Vous allez, je crois, vraiment bien dormir. Hein. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas bu 3 verres comme ça, coup sur coup? Oh, moi je pouvais boire de la vodka sans avoir la tête qui tourne, vous savez. Vous savez, chez nous, c'est surtout quand il fait froid. Il faut faire attention. La vodka quand il fait chaud, très mauvais, monsieur. Oui, mais quand il fait froid, ça doit bien tenir. Hein. Oh, ça fait plus que tenir. Je me souviens, je vais vous dire, venez, on va s'installer là. Il fait bon ici ce soir, hein, il fait très bon. On est en plein mois de juillet. Hein. Vous entendez ce silence? Ah oui. Vous savez quand même l'apprécier aussi. Hein. Vous dites bien ici on est isolé, c'est triste. C'est triste, mais c'est quand même pas mal. Ce qu'il faut ici, c'est ne pas avoir le cafard. Ce qu'il faut quand on est ici, c'est ne pas remuer des histoires comme vous pouvez en remuer, j'en suis sûr,